La République des Maldives n'est qu'une suite de petites îles qui émergent de l'océan Indien. Ces îles sont groupées en 19 atolls sur une distance de 880 km du nord au sud et de 150 km de l'est à l'ouest. Ces îles forment un État dont les 4/5 de la surface sont un océan dont la profondeur peut dépasser 5000 mètres. Avant d'aborder l'aire d'atterrissage, les pilotes ont détourné leur route en raison des vents de mousson. Nous pouvons ainsi apprécier l'exiguïté des îles éparses sur la barrière de corail. Comme vous pouvez le constater, ces îles sont de forme circulaire. Elles sont de formation corallienne. Elles sont ceinturées par de grandes franges blanches. Ce sont les vagues qui brisent sur le récif qui affleure. Et c'est une des raisons pour laquelle les Maldives ont été réputées archipels dangereux pour la navigation. C'est sûrement un élément important qui fait que ces îles sont restées ignorées pendant si longtemps. Longeant l'atoll de Malé, nous découvrons la piste d'aviation dont la plus grande partie a été construite à l'aide de corail pilé. Lors de notre premier séjour, cet aéroport est pour le moins rudimentaire, un camion radio faisant office de tour de contrôle. À l'arrivée à l'aéroport, le comité d'accueil est là. Et c'est encombré de nos bagages que nous nous présentons au bureau de la douane, chose assez surprenante quand on sait que Malé est un port franc. En fait, il s'agit surtout d'empêcher l'importation des alcools interdites dans la République. Après de multiples palabres, nous quittons les bureaux de l'immigration. Et en attendant le bateau qui fait la navette entre l'aéroport et la capitale que vous pouvez voir en face, nous pouvons planter le décor de ce film et contempler un instant les rayons du soleil jouant dans les palmes d'un cocotier. La capitale est accaparée par sa vie portuaire. C'est le point de liaison entre les 2000 îles qui forment la République et les fournitures qui viennent de l'étranger. La plupart des Maldiviens viennent des autres atolls. Ils mangent et dorment sur leur bateau. Ils sont là pour quelques jours ou quelques mois, attendant des vents favorables pour retourner dans leur famille. Les vents de mousson soufflant 6 mois du nord-est et 6 mois du sud-ouest, il est nécessaire d'en tenir compte si l'on ne veut pas rester longtemps loin des siens. La vie est assez rudimentaire, aussi bien dans les techniques de navigation, où la ficelle est reine, que pour les méthodes utilisées dans la cuisine et où la tôle remplace aisément notre traditionnel poêle à frire. Dans l'archipel, jusqu'à l'arrivée des touristes dans les années 1975, on pratiquait presque exclusivement le troc, la monnaie étant inutilisable dans la plupart des îles. Les habitants des îles font la récolte des noix de coco qui, avec les poissons, sont les principales ressources de ces îles. Les noix de coco sont râpées sur place puis expédiées par sac à la capitale. Le gouvernement collecte ce copra pour une contrepartie modique, centralisant ainsi la production maldivienne. C'est avec ces récoltes qu'un village pourra se fournir les indispensables éléments nécessaires à la vie dans ces îles, à savoir du riz, de la farine et du sucre.
Du temps de la navigation à voile, les bateaux de fabrication maldivienne avaient très bonne réputation sur le marché de l'océan Indien et de la mer d'Arabie. Tous les bateaux de pêche appelés Doni sont fabriqués avec cette même méthode artisanale. Toute la coque est chevillée. La navigation a évolué. Certains pêcheurs ont supprimé leur voile latine au bénéfice d'un gros diesel. Cette modernisation, qui ne fait d'ailleurs pas pêcher mieux, coûte très cher. Et certains ont gardé une certaine nostalgie de la tradition. La preuve en est cette perceuse dont la rusticité n'empêche pas l'efficacité. Les Maldiviens ont mis au point un système bien agencé pour manutentionner les produits. Les cargos, étant de trop gros tonnage pour rentrer dans le port, mouillent à 200 mètres dans la passe, et c'est à l'aide de grandes barges que se font les échanges commerciaux. Le gouvernement troque avec différents pays ses ressources insulaires, telles que la noix de coco et ses dérivés. Le poisson maldivien, qui n'est autre que de la bonite, sorte de petits thons séchés et fumés. En retour, les pays intéressés fournissent la farine, le sucre et surtout le riz, nourriture de base du pays. Le progrès est là et l'acquisition d'une grue facilite un travail exténuant pour les manutentionnaires sous un soleil de plomb. La température étant extrêmement élevée dans cette capitale sans ombre au milieu de la journée. Quelques camions, vestiges de l'occupation anglaise, permettent de transporter les marchandises dans les entrepôts. Ici, c'est le paradis du vélo, et l'acquisition d'une moto est déjà signe d'une certaine notoriété. On pourrait même dire d'un certain standing. Flânant le long du port dans des ruelles très animées par une population qui vit toujours dehors, nous découvrons le marché. La première chose qui frappe est l'absence des femmes. La femme sort peu de chez elle, car c'est l'homme qui fait les cours. On trouve sur le marché la banane, qui rapportée des îles environnantes sera vendue aux îles-hôtels, au détriment de l'enfance maldivienne, ce qui est en train de créer certains problèmes nutritifs. C'est sur le marché que l'on se fournit en bétel. Le bétel est une substance masticatoire faite à base de noix d'aréquier. Vous connaissez sûrement celle qui fournit le cachou. Cette noix, coupée en rondelles, est enduite de chaux afin de neutraliser les sucs gastriques, puis roulée dans des feuilles fraîches de bétel, plante parasite qui pousse sur l'aréquier. Non dangereuse, cette drogue provoque une salivation abondante. Elle a une valeur thérapeutique contre les amibes et produit une sensation de bien-être. C'est un petit peu le chewing-gum, ou si vous préférez encore, la chic du Maldivien. En ce qui concerne le bien-être, aucun doute à voir ce petit vieux. Le marché fournit également la cigarette maldivienne. Celle-ci se compose de déchets de tabac roulés dans le papier du journal maldivien. Le gouvernement maldivien, ayant appris les subtilités administratives en France, tous les raffinements y sont, y compris l'immatriculation des véhicules, quels qu'ils soient. C'est sur une place proche du marché que l'on se fournit en petit bois pour la cuisine. Celui-ci n'étant pas vendu en fagot, mais pièces. Et chacun choisit ses morceaux. Il est vrai que le facteur temps n'est pas, et de loin, le premier tracas de cette population. C'est également sur cette place que Radio Malais diffuse ses émissions à l'aide d'un haut-parleur. Et ce, 24 heures sur 24, dispersant tous azimuts une ambiance de kermesse chère à cette population.
Ce marché alimente également le chantier naval qui fait une importante consommation de bois des îles. Tous ces hommes travaillent pour gagner leur repas quotidien et celui de leur famille. Nourriture universelle dans l'archipel, de la bonite séchée et fumée avec des citrons et du riz. On est tous à la même enseigne. Et voici ce que les Maldiviens appellent orgueilleusement la Tour de Paris. La ressemblance est incontestable. Il est vrai qu'au nom des échanges culturels internationaux à l'ONU, quelques Maldiviens sont venus faire leurs études en France. À côté de la Tour de Paris se trouve la Maison du Président. Elle est gardée, comme tous les bâtiments officiels du gouvernement, par un des 300 soldats de l'armée maldivienne. Mais il est assez comique de penser que le président, craignant un éventuel attentat, prétexte la présence d'esprit dans cette maison et habite dans une maison un peu moins remarquée, un peu plus loin, dans la même rue. Un détail qui a son poids, tout le monde est au courant. Et qui dit président, dit administration. Celle-ci est calquée sur la nôtre. Mais ici, il n'est pas nécessaire de prendre le bus ou le métro pour courir les ministères, car ils sont tous dans un même bâtiment. Une porte par ministère. Seuls les bureaux du Premier ministre sont isolés. Aux Maldives, le parapluie sert de parasol ou le parasol de parapluie, car la pluie est aussi violente dans ses excès que le soleil. La mousson ne prévient pas. En quelques minutes, le ciel s'obscurcit, et c'est un véritable déluge qui s'abat, mêlé à de formidables bourrasques de vent. En quelques instants, toutes les rues se vident. On se met à l'abri afin de laisser place à cette pluie diluvienne qui peut durer de 10 minutes à plusieurs jours, transformant Malé en une petite Venise. Toutes les voies deviennent de véritables torrents, car le débit est si important que le sable du sol n'est pas assez perméable pour absorber tant d'eau. La mousson a parfois fait des dégâts et il n'est pas rare de voir des donnies qui ont coulé dans le port et qu'il faut renflouer. Il est vrai que tous ces bateaux n'ont aucune cloison étanche et que leur faible hauteur au-dessus de l'eau en font des bateaux vulnérables par mauvais temps. Dès que le soleil a séché les routes, le ministère des Travaux publics délègue le service d'entretien des voies. On comble les trous et les flaques provoqués par la pluie. Après avoir été puiser l'eau dans le port, les arroseurs municipaux humidifient le sol que l'on tape et retape afin de faire de ce sable une route stable. On remarquera le drapeau rouge réglementaire entre ces deux hommes signalant les travaux. Un coup de balai et l'on attendra la prochaine ondée dans quelques jours ou quelques heures. Puisque nous parlons d'eau, sachez que les Maldiviens n'ont pour toute ressource à Malé que l'eau venue du ciel. Encore faut-il la réceptionner et la stocker. À Malé, où la population est la plus dense, 15 à 16 000 habitants maintenant, l'eau est stockée dans des grandes citernes dont le toit sert d'entonnoir. L'eau est rationnée à 2 seaux par jour et par famille, soit 20 litres d'eau pour 15 personnes. Pour éviter tout abus, la citerne ne sera ouverte qu'1 heure par jour.
Il semble maintenant reconnu que les Maldiviens ont pour ancêtre des Aryens bouddhistes, émigrés du nord de l'Inde, ayant ensuite subi l'influence de navigateurs portugais, de commerçants arabes, d'Afrique et du Moyen-Orient. On raconte en effet qu'au XIIe siècle, les Maldiviens étaient terrorisés par un esprit malin se manifestant sous la forme d'un vaisseau fantôme. Afin d'échapper à cet esprit, on lui sacrifiait une jeune fille. C'est alors qu'en 1153, un berbère marocain navigateur solitaire, ayant avec lui le Coran, prit la place de cette jeune fille. L'esprit disparut. Il s'agissait d'un saint homme venu d'Afrique du Nord, Aboul Barakat Youssouf al-Berberi, qui n'est autre qu'Ibn Battuta, prêtre originaire de Tanger au Maroc, et qui fit adopter au sultan et à ses sujets la croyance musulmane. La religion est restée une religion d'État et la justice repose sur le code islamique, c'est-à-dire sur le Coran. La religion islamique a permis de garder une certaine pureté dans la race malgré les occupations successives des Portugais et des Anglais, la femme maldivienne ne pouvant pas épouser un non-musulman. La prière commune a lieu le vendredi et le musulman ne doit s'y rendre qu'en état de grande pureté corporelle. C'est pourquoi, avant la prière, celui-ci doit faire toutes sortes d'ablutions des mains, du visage et des pieds. A noter que les femmes sont encore absentes, elles doivent aller à la mosquée tôt le matin car il ne faut pas qu'elles tentent les hommes. Un Maldivien peut avoir plusieurs femmes, mais rares sont ceux qui en ont plus de deux car le nombre de femmes dépend en fait des revenus du mari. Il faut que celui-ci soit capable de nourrir sa famille. Petit problème technique que je n'ai pas réussi à éclaircir, comment font tous ces hommes pour reconnaître leurs chaussures à la sortie de la prière, vu qu'il n'y a qu'une seule marque dans la République des Maldives et que ces chaussures ne sont pas encore immatriculées. Comme partout dans le monde, la mosquée est orientée vers la Mecque. C'est en effet dans cette direction que les musulmans doivent toujours prier. La cour de la mosquée doit être balayée tous les soirs avant le coucher du soleil. En signe de pureté, aucune trace de pas ne doit apparaître. Cette croyance se retrouve dans la cour de chaque maison et devant chaque case. Entre 1887 et 1965, les Maldives furent sous protectorat anglais. Il est incontestable que certaines habitudes sont restées. Dans les écoles, les enfants ont l'uniforme. Il est remarquable de voir leur propreté. Dans les bâtiments de l'école se succèdent les enfants de tout âge. Le matin, les petits, l'après-midi, les adolescents et le soir, les adultes qui désirent apprendre à écrire. Il est intéressant de voir que même ici, les jeux éducatifs existent dès les classes maternelles. Tandis que les grands remplacent les petits dans les classes, les enfants repartent chacun avec leurs moyens de transport. Pour la plupart à pied, car l'île n'est pas bien grande, je vous rappelle 1,5 km de long, et pour les autres, tous les moyens sont bons. Là encore, ce n'est qu'une question de standing ou de classe sociale. Dans les quartiers pauvres, il y a des écoles qui n'ont pas le confort de celles du gouvernement. Cela n'empêche pas ces enfants qui n'ont pas tous un uniforme d'être aussi propres que les autres. Dans toutes les écoles maldiviennes, les enfants apprennent le divéi et l'anglais. Le divéi, la langue maldivienne, est issue du sanskrit et s'écrit de droite à gauche à l'aide de caractères arabes. L'anglais leur permet de communiquer avec les autres pays. Mais il est curieux de voir que l'on apprend à ces enfants des choses qui ne doivent pas évoquer grand-chose pour eux. Si vous regardez sur le tableau, vous y verrez
le mot pomme, qui n'existe pas aux Maldives. La batte non plus, et le chat encore moins. C'est ce que l'on peut appeler un manque d'adaptation de l'enseignement. Le résultat, tout de même, est incontestable et cette culture permet certaines fantaisies qui, parfois, vous l'avouerez, surprennent. Dans Malais, le porte-à-porte est à ses débuts. Il n'est pas rare de croiser un de ces hommes qui vend toutes sortes de bibelots d'origines les plus diverses. Ce sont les premiers représentants de commerce, les premiers VRP des Maldives. Les Maldives sont avant tout le paradis des enfants. Certains sont effrayés par nos caméras. Si il n'y a pas beaucoup de jouets dans l'archipel, certains font preuve de créativité et en sont très fiers. Les jeunes enfants sont maquillés. Les filles se blanchissent le visage avec de la poudre de riz et tous se font les sourcils avec une sorte de fusain. Ils sont tous bien sympathiques, mais ils nous ont posé de sérieux problèmes en mettant les mains devant nos objectifs de caméra. Il est vrai que nous étions une véritable attraction et il faut avouer que c'était réciproque tant certains respiraient la joie de vivre. Aux Maldives, les bâtiments sont fabriqués en corail. C'est la seule matière dure que l'on trouve alentour pour édifier sa maison. Certains de ces murs sont signés de la main de Neptune. Coquillages et concrétions deviennent alors une paroi suffisamment solide pour en faire un mur et supporter un toit. Pour construire leur maison, les Maldiviens manipulent le corail comme de la pierre meulière. Tout est soigneusement aligné. Un mélange de sable corallien et de chaux permet de lier les coraux entre eux. Une particularité, lorsqu'il faut agrandir la maison, on laisse celle-ci telle qu'elle était et on construit tout autour. Ce n'est que lorsque la nouvelle maison sera finie et que le toit sera posé que l'on abattra à l'intérieur les murs et le toit de l'ancienne. On reste donc toujours à l'abri des intempéries. Le corail sert également de remblai pour agrandir les îles. Pour s'installer à Malé, il faut gagner du terrain sur la mer. Puis, on construira une case en palme tout en stockant le corail nécessaire pour édifier la future maison. Travail bien sûr de très longue haleine qui illustre bien le caractère volontaire de ce peuple. C'est ainsi que Malé, qui avait à l'origine une superficie de 1 km², en fait maintenant, grâce à ce procédé, au moins 4. Afin que vous puissiez mieux comprendre l'importance du travail de ces hommes, nous allons vivre une journée avec ces corailleurs. Les bateaux partent en direction du vent, car celui-ci les poussera pour rentrer au port lorsqu'ils seront chargés. La nature a bien fait les choses et la mousson oblige ces corailleurs à ne pas détruire le même secteur corallien. Pendant 6 mois, ils doivent monter au nord et les 6 autres mois au sud. Cela permet au cycle de la mer de se reformer. Ici, c'est un travail long et exténuant qui attend ces hommes. Tout est dans le souffle et dans l'effort musculaire. Les moyens de travail sont rudimentaires. Il faut, suivant la taille du bloc, être parfois 2 ou 3 pour le casser à l'aide de pieux. Toujours
reprendre son souffle à la surface et redescendre à tâtons sur des coraux coupants, urticants, parfois brûlants, sans protection, la chair à même le récif le bloque à bras-le-corps. Il faut en effet faire le maximum de distance sans avoir à regagner la surface. Et le tout dans le flou, car sans masque, il est bien difficile de discerner ce qu'il y a autour de vous. Le seul repère pour rejoindre le bateau est le bruit des pieux à la surface. Autour d'eux tournent toutes sortes de poissons multicolores, depuis les poissons de coraux qui ont perdu leur habitat jusqu'aux poissons perroquets qui se nourrissent de pousses coralliennes et à qui on a en quelque sorte retiré le pain de la bouche. Et toujours, ce martèlement diffus du pieu qui réduit cet édifice corallien en cailloux. Le bloc a été apporté à proximité d'un bateau. Là, le corail est brisé, écartelé. Et l'eau se trouble un instant. Il semble que tous ces hommes ont une foi extraordinaire en un travail d'apparence destructif, mais ô combien significatif de leur courage. Tous les ministères, toutes les maisons que nous avons vues sont construits avec ce matériau. La petite piste de l'aéroport d'Ouloulé sur laquelle nous sommes posés tout à l'heure a été remblayée en 1973 avec ce même matériau. Nous le verrons dans la deuxième partie. Ouloulé est devenu un aéroport international, toujours avec des pistes en corail qui, à l'heure actuelle, peuvent accueillir des longs courriers. Une fois le bateau chargé à bloc, on repart. Le vent ramène au port le fabuleux travail de ces hommes qui profitent du trajet pour se sécher. Pourtant, pour ces corailleurs, la journée n'est pas encore terminée. Une fois le bateau à proximité de la grève, il va falloir décharger ces blocs, et ce, toujours à bras d'homme, un sac de jute sur la tête pour unique protection. Les blocs sont souvent d'une taille impressionnante et certains ont du mal à garder leur équilibre. Vous pouvez remarquer la force de ces hommes, qui bien que de petite taille et nourris avec peu de choses, fournissent un travail considérable comme celui dont vous êtes témoin. Chaque bateau a son carré désigné. C'est en effet au volume manipulé que l'on sera payé. Sur le sol, le corail est cassé, toujours cassé, jusqu'à atteindre la taille d'une pierre utilisable dans la fabrication des murs, comme ceux que nous avons vus tout à l'heure. C'est sous un soleil écrasant que ces corailleurs alignent leur travail sur le sol, ce sol qui a déjà été remblayé avec cette même méthode, avec ces mêmes matériaux.
Travail remarquable, impensable aujourd'hui dans nos sociétés mécanisées. Nous quittons maintenant Malé et à bord du Makana, nous allons d'atoll en atoll découvrir quelques-unes des 2000 îles que forme cette république lilliputienne des Maldives. Faisons d'abord connaissance avec notre équipage maldivien. Voici Abrahim, notre matelot, et Abrahim, notre capitaine. Notre phénomène, Yoso Moso, surnommé Bouzou Bouzou, c'est notre cuisinier, très doué pour les grimaces et les explications incompréhensibles. Moussa, notre mousse, spécialiste à la pompe et à l'écope, très utile sur la passoire flottante qu'est notre Makana. Ahmed, notre interprète. Nous avons fait sa connaissance dans une école privée de la capitale où il enseignait l'anglais. Après notre virée en bateau, il va se reconvertir et actuellement, il a ouvert une agence de voyage à Malé. Marcel nous accompagne, c'est lui qui m'a fait découvrir le cinéma sous-marin voici plus de 20 ans. Et ma femme, opératrice, preneuse de son et interprète. Nous observons ces îles qui défilent sous nos yeux et dont la hauteur du sol, au-dessus du niveau de la mer, ne dépasse pas 2 mètres. Nous croisons des bateaux qui montent à la capitale. Notre première escale est pour l'île d'Ifura. La densité du bleu du ciel et la profondeur de la mer laissent à penser que nous sommes arrivés dans une de ces îles où les hommes ont toujours rêvé de séjourner un jour. Les cocotiers sont là, déployant leurs palmes. Et contrairement à l'idée reçue, c'est leur ombre que l'on apprécie tant la chaleur est dense. Certains jours à midi, on a vu plus de 40 degrés à l'ombre. C'est dire l'erreur que l'on fait lorsque l'on s'imagine allongé en plein soleil sur la plage. Il faut être touriste pour pratiquer ce genre de folie et être bien mal informé. Un enfant joue au sable, tandis que sa mère s'aère et profite du temps qui ne court jamais dans ces îles. Un instant d'observation et chacun reprend ses occupations quotidiennes. Je vous disais tout à l'heure que le cocotier est avec la pêche la principale ressource des Maldives. Il y a dans cet arbre de multiples utilisations. C'est en effet en brûlant l'enveloppe de la noix que l'on obtient des fibres avec lesquelles on fabrique une ficelle très solide. La coque ligneuse sert à faire des vases, des coupes et des boutons. La partie consistante de l'amande, qui s'appelle le copra, fournit une graisse végétale. La partie liquide ou lait de coco est comestible et sucré. Le bourgeon terminal fournit un jus sucré dont on fait dans certains pays du vin et des alcools. Pour l'heure, il n'en est pas question puisque nous sommes dans un pays musulman. L'alcool est interdit. À l'heure du repas, quelques noix de cajou agrémenteront le traditionnel riz bouilli à l'eau de mer et le poisson séché. Ici, comme dans toutes les Maldives, on mange avec les doigts. La nourriture est très pauvre car les Maldiviens doivent en importer 80%. Pour cacher cette odeur de varech et de fermentation qui est dans le riz, le piment rouge est là, relevant le goût fade des aliments, et comme le bétel, évite la fermentation intestinale
et les amibes. L'île possède un puits, mais l'eau qui est filtrée par le sol corallien est un peu salée. Elle ne sert que pour faire la vaisselle et la cuisine. Pour boire, il faut récolter l'eau de pluie. Voilà, dans l'atoll de Malé, ces îles telles que nous pouvons les voir. Elles sont conformes à notre image d'Épinal, d'île de rêve. Pourtant, cet homme avec ce transistor témoigne que les choses changent très vite depuis quelque temps dans cette république. Pendant notre premier séjour à Malé, en 1973, les enfants ne quêtaient pas, les banques n'existaient pas, on changeait dans les boutiques à rideaux fermés. En l'espace de 10 ans, la radio s'est développée, puis la télévision a fait son apparition dans cet état, ainsi que les banques, les touristes, bouleversant les coutumes et les rythmes de cette population. Nos amis nous accompagnent à notre bateau. Un dernier regard sur cette île de rêve. Nous allons maintenant sortir de l'atoll de Malé et monter vers le nord, vers l'atoll de Fadifolu. Le trajet dure plusieurs jours. Il nous faut nous méfier des courants car ils pourraient nous dévier de notre route. Nous arrivons enfin en vue de l'île de Maafaro. Nous devons en faire le tour afin de trouver la passe qui nous permettra de nous en approcher. Lorsque nous débarquons, un sentier nous confirme la présence humaine. Nous nous enfonçons dans l'île. Depuis notre arrivée, nous sommes observés du haut de ce belvédère. Le guetteur descend, puis, après avoir échangé quelques mots avec Ahmed, notre interprète, remonte dans un autre arbre, cette fois-ci sans échelon, avec une incroyable agilité. Il y cueille des noix de coco qu'il nous offre en signe d'accueil. En fait, 4 hommes vivent là dans cette île perdue et isolée. Tels des Robinson, ils n'ont que peu de choses et la vie est ici réduite à sa plus simple expression. C'est avec eux que nous découvrons leur case. Le campement est composé de 2 paillotes faites avec des armatures de bois et recouvertes ensuite de palmes de cocotier qui sont tressées comme des nattes. La récolte de noix de cajou est stockée à même le sol.
Ils nous proposent des carapaces de tortues et de fumer leur narguilé, dont la fabrication est des plus artisanales. Ils nous invitent à nous rafraîchir en buvant l'eau de la dernière pluie qu'ils ont récoltée dans un fût au pied d'un cocotier. Ils nous expliquent que leur unique richesse est cette machine avec laquelle ils tressent la fibre de coco pour en faire de la ficelle. Cette ficelle, enroulée sur des croisillons de bois, permettant de fabriquer une corde très solide utilisée pour le bateau ou pour la fixation de la toiture. La mer leur fournit le poisson qu'ils font sécher au soleil. C'est la meilleure façon pour eux de conserver les aliments. Le soir venu, on couvre le tout avec un tapis de palme afin d'éviter que quelques rats ou crabes de cocotier ne viennent y faire leur repas. Ils ont adapté leur vie à leurs moyens avec simplicité. Mais que de travail et d'ingéniosité pour réaliser ce simple râteau. Le soir venu, ils balayent devant leur case. En nous promenant dans l'île, nous avons trouvé 2 tombes. Ils nous ont expliqué que 2 des leurs étaient morts voici quelque temps. Et l'on peut se demander, sommes-nous dans le paradis terrestre ou au contraire en terre d'exil ? Les images de cette île, avec ses 4 Robinson, resteront pour nous le symbole et la caricature de cet archipel isolé, lilliputien, qu'est cet archipel maldivien.